Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. C'est dans un cadre bucolique que je vous présente Sarah Fay, l'autrice dont je suis la partenaire cette année, dans le cadre de la sortie des Killing Vipers, sa série de romances. Sa série de romances avec des bikers, mais des gentils. Ça fait un moment que je voulais faire une interview comme ça de Sarah. On a trouvé donc l'occasion parce qu'elle participe à un salon du livre qui est pas loin de chez moi, à Béné. Oui, le 6 Books and Love, donc ce week-end, donc les 6 et 7 juillet, ça sera déjà passé quand ça sera diffusé. Oui, voilà, tout à fait. À moins que je sois très très rapide au niveau du montage et que ça parte demain. Je pense pas. Sarah, j'aimerais bien en savoir plus sur toi, sur qui tu es en tant qu'autrice, les personnes qui t'ont donné envie d'écrire. Oui. Alors je suis Sarah Fay, je suis autrice de romances, alors contemporaine et à suspense. J'ai écrit aussi un peu de comédie romantique. Ça fait depuis 3 ans que je publie et j'ai principalement publié une saga de romance à suspense, donc qui est là The Killing Vipers, que la ressourcerie de l'écrivain a chroniqué. Que la ressourcerie de l'écrivain a chroniqué il n'y a pas longtemps. Donc c'est une saga sur 5 tomes autour d'un club de moto. Donc moi je suis vraiment, j'écris vraiment de la romance. Je m'essaie un petit peu à tout ce qui est fantasy, fantastique, etc. Mais principalement mon credo c'est la romance. Tu veux savoir d'où ça vient? Oui, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur les bikers? Alors déjà par rapport à l'écriture, moi j'ai ça depuis très jeune, puisque adolescente j'écrivais des nouvelles, etc. Je n'ai plus du tout écrit pendant presque 15 ans quand j'ai commencé à travailler, donc à ma vingtaine, parce que j'avais d'autres choses à penser, et puis aussi je commençais quelque chose, j'écrivais quelques pages et derrière je ne trouvais pas l'inspiration et j'avais sûrement pas les bonnes méthodes pour pouvoir écrire et avancer sur un roman. Et ça m'a pris comme une envie de il y a environ 5 ans j'ai relu une de mes fanfictions donc sur Harry Potter, parce que c'était un été où avec mon conjoint on est parti à Londres et moi je voulais absolument visiter les studios Harry Potter, et à ce moment-là je ne sais pas pourquoi j'ai eu une envie de me replonger dans cette saga et notamment de relire mes fanfictions de l'époque. Et du coup je les ai retrouvées sur internet alors que j'avais plus du tout les fichiers, enfin je les avais plus, et en fait quand j'ai relu je me suis dit mais c'était pas mal. À l'époque c'était une fanfiction sur Hermione qui retournait dans le passé à l'époque des maraudeurs, qui rencontrait Sirius Black. Voilà, c'est ça. Donc Hermione et Sirius. Voilà, c'est ça. Tu me donnes le. Oui, mais pas de problème. C'était à l'époque, à l'époque où j'ai écrit il y a 20 ans. Et du coup, je me suis passionnée de cette fanfiction et il n'y avait pas de fin. Et j'ai voulu lui donner une fin. Et c'est comme ça que j'ai repris la fanfiction, en écrivant autour d'Harry Potter, en allant jusqu'au bout de cette fanfiction, en écrivant même une suite après, donc une partie 2, et en écrivant encore une autre fanfiction, cette fois avec Severus Rogue. Severus Rogue est un personnage original. Et pendant le Covid, j'ai décidé de me lancer dans ma première histoire originale. J'ai commencé par une romance, puis du fantastique. J'ai senti qu'il me manquait quelque chose, c'est-à-dire de la technique, comment construire une intrigue, avoir des personnages profonds, complexes, les travailler, etc. Même si je lisais des choses sur Internet, même si je le faisais, je pense instinctivement, parce que moi je suis une grande lectrice, donc du coup, forcément, instinctivement, on connaît déjà des choses, on sait comment construire une histoire, mais j'avais besoin d'un petit peu plus de technique, donc c'était à l'automne 2020, donc pendant toute cette période du Covid, j'ai commencé à faire une formation, la formation LICAR. Et après ça, je me suis plus arrêtée. J'ai publié mon premier roman en auto-édition en 2021. Donc de la romance, c'était une trilogie de romances contemporaines. Crush and Love. Crush and Love, voilà, tout à fait. J'ai également eu
un roman édité en maison d'édition, donc le contrat de Noël, donc en mais 2022. si, je crois que je savais. Ouais. Le contrat de Noël, donc c'est les éditions Lasca, c'est une toute petite maison d'édition franco-québécoise. Trop bien, félicitations. Et merci. Et puis en 2022, j'ai commencé la publication de ma saga de biker. Pourquoi Parce pourquoi que c'était la question. Pourquoi les bikers? Pourquoi les bikers? Tout simplement parce que en fait, j'ai fait un burn-out en 2021. Donc début 2021, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus écrire, c'était une vraie loque. Et je me suis mise devant Netflix et puis j'ai binge-watché Sons of Anarchy, mais vraiment de A à Z, c'est-à-dire les 6 saisons en 3 semaines, j'ai tout regardé du matin jusqu'au soir. Je me suis passionnée sur cette histoire de biker et surtout sur le héros, sur Jax, que j'adore. Vraiment, j'ai adoré sa psychologie. Et à partir de là, ça a semé une petite graine dans mon esprit et j'ai commencé à envisager cette histoire autour d'un club de bikers. Donc, pas comme les autres, puisque les Killing Vipers, c'est pas un MC 1%. Et dans la littérature, je dirais, autour des romances de bikers, on suit plutôt des MC illégaux qui font du trafic, etc. Et là, je voulais pas ça. Et du coup, j'ai commencé à écrire cette saga 1 an plus tard et je l'ai terminée en mars dernier avec le tome 5. Donc il y a 5 tomes et puis 2 nouvelles après-quelles. Donc la deuxième nouvelle après-quelle qui sort au mois de septembre. Voilà. Et j'ai tout lu jusqu'à présent. Voilà. Il y a des trucs qui me font écho chez moi, notamment c'est le burn-out et le confinement. Non, mais vraiment où le confinement déjà, je trouve ça vraiment chez moi, ce que ça avait fait, c'est que ça m'a permis de me recentrer sur moi et sur ce que je voulais vraiment dans la vie. Et comme toi, mais après comme j'ai fait mon petit burn-out aussi à la suite et là je me suis encore plus concentrée sur ce que je voulais faire de ma vie. Tout à fait. Mais je trouve que c'est des étapes qui sont importantes. Elles sont pas confortables quand on y passe, mais mais ça permet de se remettre en question, du coup de savoir qu'est-ce qui est important pour soi. Est-ce qu'on a envie de continuer dans cette douleur-là ou on a envie de ouvrir, enfin moi en tout cas ça a ouvert mes champs, c'est-à-dire que le burn-out en effet ça a été un très mauvais moment mais ça m'a permis d'ouvrir mes perspectives et moi donc en 2021 je pensais pas, ça m'est tombé complètement dessus, je veux dire c'est arrivé complètement par hasard. Bon, bien sûr il y avait quelques signes auparavant, j'étais fatiguée, mon boulot ça se passait moyen, j'avais envie d'autre chose, déjà je commençais à écrire donc j'avais envie d'autre chose et puis finalement ça s'est fait assez naturellement et c'est vrai que quand j'ai signé une rupture conventionnelle avec mon entreprise en 2021 après ce burn-out et j'ai décidé de me dédier à 100% à l'écriture, enfin en tout cas de me donner ce temps-là pour moi, de me donner les moyens parce que je ne m'étais pas offert ce moment-là pendant des années, donc il était temps de prendre ce temps pour moi. Voilà. Ça a été très, quelque part comme je disais c'est pas confortable, mais ça a été profitable. Moi je suis pas vraiment une lectrice de romance parce que comme je te disais, ce qu'on a mangé ensemble tout à l'heure, donc on papotait évidemment. Je suis pas une grande lectrice de romance parce que je pense qu'un coup sur deux ça correspond pas spécialement à mes attentes, etc. Où je trouve pas ça fifou et moi très honnêtement ce que j'ai lu de toi, ce que j'ai lu Accord conclu, donc il est encore oui alors Accord conclu n'est plus en vente, il est disponible en fait gratuitement en s'inscrivant à une newsletter, donc maintenant je l'offre ce one shot. Il est bien, franchement il est bien et dans Accord conclu, donc ça se passe dans le milieu professionnel et tu me dis si je me trompe parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Non, pas de problème. C'est une jeune femme qui couche avec un gars et qui se rend compte le lendemain, il me semble que c'est son chef. Oui, quelques jours après, tout à fait. Après, ça fait un petit peu des petites vibes de Grey's Anatomy. mais en même temps, le côté, c'est un côté super drôle et puis il y a le côté très gênant aussi. Oui, surtout qu'en plus, elle veut pas du tout être en couple. Ouais. En tout cas, elle a eu une expérience passée qui fait qu'elle ne veut absolument pas de relation. Et lui, il aimerait bien en fait, parce qu'il a eu un coup de cœur pour cette femme. Ah, mais sacré nana. Hein. C'est vraiment
caractéristique, je trouve, de Sarah, c'est qu'elle, ses personnages féminins, particulièrement, je trouve qu'ils sont très bien écrits parce que c'est des personnages qui sont indépendants, qui n'ont pas besoin de l'homme pour se sortir de leurs difficultés, par exemple. Oui. Bah, moi, c'est un élément qui est très très important pour moi parce que je pense que comme beaucoup de lectrices de romance, on en a tous un peu marre des jeunes filles naïves comme genre 50 Shades ou After ou encore Twilight, mais genre qui ne jurent que par leur moitié en fait et qui n'évoluent que par ça. Moi, elles vivent aussi autrement. Alors bien sûr, je dirais qu'elles vivent peut-être un peu moins bien, parce que forcément, il y a cette rencontre avec l'homme de leur vie et forcément, les deux personnages évoluent, mais évoluent dans le bon sens, mais auraient pu aussi évoluer sans. C'est ça aussi. Oui, complètement. L'homme, il n'est pas supérieur, il ne vient pas les... Ça m'a fait un petit... Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. C'est pas la première fois? Non, mais parfois ça fait des... Voilà. Je sais pas, j'ai levé mon bras, ça a fait un... Mais est-ce que c'est pas des trucs de réunion pour aider Non, mais sûrement quand tu sais, genre dans les réunions Zoom, quand tu as plusieurs personnes et que tu fais ça, du coup ça... Mais là, ça ne le fait plus, donc c'est nul. Enfin, ça m'est déjà arrivé sur une vidéo et je me demandais d'où ça venait. Je pensais que c'était Discord, mais là, Discord est fermé, je suis sérieuse, s'il vous plaît. C'est pas grave. C'est marrant comment ça... Tu vois, c'est les aléas du direct. Oui. Oui, les personnages féminins qui sont forts et qui n'ont pas besoin de l'homme pour prendre les décisions, assumer leurs décisions, pour vivre, pour être indépendante. Oui. Je surveille qu'on ne prenne pas nos... Oui, parce qu'on les a garés dans un endroit, on ne sait pas si on avait le droit de les garer là-bas. Donc on verra si on voit une dépanneuse arriver. Sinon, on vous enverra nos coordonnées GPS. Non, c'est bon. Ouf. Oui, en fait, c'est plutôt dans les romances à l'ancienne, entre guillemets, comme ça, où le personnage, le personnage masculin, il vient un petit peu en sauveur, qui sait tout à fait. Que la petite jeune fille, elle est vierge et effarouchée, évidemment. Oui. Moi, j'aime bien un peu mélanger les tropes, mélanger les clichés, jouer avec les clichés. Et en fait, ça donne parfois des choses surprenantes ou pas, ça dépend. Mais j'aime bien jouer avec ça. Voilà, non, mais vraiment la manière dont tu les... Enfin, l'impression que j'en ai, parce que je me souviens plus de tout, ça fait un moment que je les ai lus, c'est que tu joues avec les clichés vraiment de manière subtile. Si tu veux... un homme qui est sauveur, il va pas être que sauveur, je donne des exemples bidons, mais il va avoir une fragilité, ou il veut sauver mais ça va foirer, ça va pas être l'opposé automatiquement, tout à fait. C'est vraiment le sortir mais pas complètement pas complètement du cliché. Et c'est vrai que moi, peut-être que ça va devenir un cliché maintenant, j'en sais rien. Peut-être. Mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est plutôt... j'adore les good boys, déjà. Ouais. Enfin, ça, c'est pas... Pour mes archétypes masculins, j'aime beaucoup les good boys. Et au contraire, des femmes qui sont très très indépendantes, voire qui ont le côté un peu plus bad girl, alors qu'elles ne sont pas forcément bad girl, mais bon, on les sent souvent des femmes carriéristes. Oh bah Charlie, bon... Charlie qui est... Elle est née sans filtre. Elle est née sans filtre, mais c'est bien aussi, ça fait du bien d'avoir des personnages comme ça qui... soit qui reprennent mais qui le font à leur manière en fait. C'est pas forcément pour singer les hommes. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon objectif du tout. Donc, il y a le côté très féminin, mais en même temps, elles ont envie d'évoluer par elles-mêmes. Elles sont parfois très carriéristes, elles ont des ambitions et elles ont souvent pas besoin d'un homme pour évoluer, pour s'améliorer. Voilà. Elles ont besoin de l'homme pour les soutenir moralement, affectivement. Elles ont besoin d'eux parce que voilà, elles les aiment. Donc du coup, c'est quelque chose, c'est un amour sain en fait. Moi, j'aime bien les amours sains. Ça reste vraiment des relations qui sont équilibrées. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Il n'y a pas une relation de dépendance. J'ai même pas trop senti de dépendance affective non plus. Et
Et pourtant, il y a des personnages qui traversent des choses qui sont pas simples du tout. Il y a notamment un antagoniste, Kane, qui n'est pas simple du tout à écrire, je pense. Tu dois un petit peu... Oui, tout à fait. Ça doit pas être facile de se mettre dans sa tête. Oui, tout à fait. Mais... Moi je te fais confiance pour l'écrire très très bien pour ta prochaine parce que duologie. du coup la suite des Killing Vipers, ça va être donc la sortie d'une duologie sur Kane Blake. Donc c'est un spin-off des Killing Vipers et Kane Blake est un des antagonistes de The Killing Vipers. Et c'est vrai que il n'a pas été facile, mais aussi parce qu'il a un passé compliqué. Il a un papa aussi compliqué. Alors, et pourtant il a une sœur qui est assez carrée, même si elle a ses petits trucs à elle, mais elle a toujours voulu son indépendance par rapport à sa famille un peu dysfonctionnelle. Elle a toujours voulu se détacher de ça. Et elle a fui en fait. C'est une pro de la fuite. Pour le coup, c'est pas forcément positif et c'est une pro de la fuite. Et donc du coup, elle s'est protégée en fait de tout ça. Et en même temps, elle le regrette aussi parce qu'elle n'a pas réussi à protéger son frère. Quelque part. On sent l'attachement, le vrai attachement à sa famille, tout en se disant. C'est Alicia du tome 3, Kurt. Je me mélange beaucoup les prénoms, je ne me suis pas plantée. Et on sent à la fois ce profond attachement qu'elle a à sa famille, à son père qui est un peu un parrain entre guillemets, et à son frère qui est quand même un grand ponte dans l'organisation. Et pour sa santé mentale, elle a tellement besoin d'être loin d'eux aussi. Et je trouve que c'est super équilibré au niveau de l'écriture, parce que c'est ça. Ça peut être... en fait, on peut rapidement tomber dans de la caricature, je pense, avec des personnages ou des organisations de ce genre. Et d'ailleurs, au niveau world building, les Killing Vipers, ça tient complètement. Moi, je trouve. J'espère. En tout cas, c'était mon objectif. J'ai mis du temps aussi à me lancer dans l'écriture. Je ne me suis pas lancée tout de suite dans l'écriture. Il m'a fallu 1 an pour construire les personnages, l'univers. Même si parfois, ça m'est arrivé de ne pas savoir où j'allais. Par exemple, le tome 5 avec King et Marlène, donc les héros du tome 5. Je savais plus ou moins comment ça allait se terminer, mais c'est des personnages qui étaient assez inconnus pour moi, même si on voit King tout au long de la saga. Ça a été une découverte. Il montre rien, mais ça fait partie du personnage. Et du coup, il m'a pas beaucoup montré aussi à moi en tant qu'auteur. Mais c'est ce que j'aime aussi dans l'écriture. J'aime bien aussi écrire. Alors moi, je suis pas non plus une grosse architecte. Enfin, ce qu'on appelle architecte, c'est vraiment un auteur qui construit totalement son univers. Moi, je suis pas comme ça. Enfin, j'aime bien avoir quelques clés, quelques éléments. Je sais où ça se passe, plus ou moins. Mais j'aime bien aussi me laisser surprendre moi-même, et aussi ne pas non plus donner, enfin je sais pas, il y a des gens qui aiment décrire l'environnement, le physique des personnages. Moi je suis assez floue, même si je donne quelques indices, je suis assez floue parce que j'ai aussi envie que le lecteur fasse un peu ce travail d'imaginer un peu avec ses propres personnages, son propre univers, ses propres ses propres éléments en fait, donc il va construire lui-même son univers. Donc moi j'aime ça, c'est vraiment fait exprès, et en même temps ça n'a jamais été mon truc de faire des grosses descriptions. Et c'est vrai que les Killing Vipers, j'ai construit aussi l'univers pendant l'écriture, même si quand je me suis lancée dans l'écriture du tome 1, forcément j'avais déjà une petite base, mais ça s'est développé petit à petit. C'est-à-dire que même les anciens par exemple qui apparaissent dans la novella entre le tome 3 et le tome 4, c'est quelque chose qui s'est construit par la suite. C'est pas quelque chose que j'avais forcément, mais j'avais une idée de l'histoire, mais c'est pas... Oui, je suis pas ce genre d'auteur qui construit de A à Z en tout cas. Mais en plus, moi je me souviens que, parce que je fangirlais sur Discord avec Sarah, je t'avais dit que j'avais l'impression que tout était déjà préparé en fait quelque part. Alors que pas forcément. Pas forcément, mais oui, je vois. Ça se tient. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais je pense que je pense que ce qui est important dans cette saga, c'est l'essence même du club. C'est quoi ses valeurs, c'est quoi les valeurs de mes personnages, et en fait, le reste, finalement, ça coulait de sens en fait. Je pense. Après, moi, je sais pas, je dis pas que mon univers est parfait. Mon intrigue, elle est sûrement très imparfaite. Peut-être qu'il y a des gens
gens qui vont relire et vont dire ah mais voilà. Peut-être que des motards se marrent beaucoup devant Sons of Anarchy par exemple. Mais... Oui, après je sais pas, c'est vrai que aucun motard ne m'a lu, je crois pas en tout cas, mais sur cette saga on va dire que j'ai des lectrices qui ont adoré, que ce soit des lectrices de bikers ou même des lectrices de contemporains. Ce qui est bien avec cette saga, c'est qu'on peut découvrir l'univers des bikers avec le tome 1, puisque ça commence très soft, c'est très contemporain. On n'est pas dans ces clichés qu'on a des MC 1%, etc. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'en fait, il y a eu quelques déceptions, ça c'est vrai, parce que on n'est pas dans les codes des clubs de moto dont on a l'habitude. En tout cas, on n'est pas dans un club violent avec des gros bad boys qui traitent très mal les femmes. Alors je sais pas si c'est un petit peu ça dans le 5. Dans le 5, oui, on ressent ça dans un autre club de moto. Mais je sais que j'ai eu quelques lectrices frustrées avec le tome 1. Surtout qu'en plus ça se termine en cliff et à l'époque c'était un peu compliqué parce que voilà, je les ai déroutées. J'ai dérouté en fait mes lectrices avec des good boys, avec un MC légal, avec oui on se dit mais qu'est-ce que c'est en fait, dans quoi on tombe. Et il y a des gens qui n'ont pas continué parce que ils préféraient peut-être quelque chose d'un petit peu plus sombre. Après s'ils veulent pas, il y a autre chose. Hein. Bien sûr. C'est pas bien moi c'est un parti pris. Vraiment, moi c'est mon parti pris. C'est le choix de l'auteur qui a respecté, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant justement de jouer avec les codes. Moi, j'en ai jamais lu de romance biker. Je vais pas commencer tout de suite parce que pour le moment, je reste sur les Killing Vipers. Mais si, j'en avais lu un truc américain qui était très mal noté sur Amazon et j'ai compris pourquoi. D'accord. Mais ah non, mais là c'était. J'ai pas du tout aimé. D'accord. Et c'était vraiment tous les clichés, mais sans les développer, sans jouer avec, sans renouveler. Je te donnerai quelques titres. Oui. Si tu veux, de saga, de biker, j'en ai quelques-unes. Et des françaises. Moi, je lis principalement... Blandine P. Martin. Il y a Blandine P. Martin, il y a Mélisse et Astier, il y a Fleur Anna, oui, Calypso Caldin. Oui, Calypso Caldin avec les Styx Riders. En fait, il y a quand même, on a de très bons titres français quand même en biker. On se rend pas compte parce qu'en fait, c'est une littérature qui plaît beaucoup. Il y a vraiment un lectorat et les codes sont différents. Moi, j'ai lu, par exemple, Blandine aussi, elle a eu un parti pris sur son tome 1. C'est un parti pris, comme d'autres ont eu d'autres partis pris. Donc chacune, en fait, il y a tous des avantages dans toutes ces sagas. Mais le truc, moi je lis pas beaucoup de romances, mais le truc que je trouve intéressant avec les bikers, mais je mettrais un petit peu les romances avec de la criminalité, c'est le jeu justement avec la morale. Oui. Et j'ai l'impression que généralement on peut avoir un homme justement qui est dans la délinquance et une femme qui est complètement étrangère à ça, qui découvre en fait ce milieu-là, qui peut faire peur à raison sûrement. Oui, bien sûr. C'est intéressant de jouer avec, du coup, d'avoir un MC légal, ça aussi, on relance les dés quelque part. C'est-à-dire que on n'est plus dans cette criminalité, même si, on va pas spoiler bien sûr, mais il y a ce jeu en fait, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on accepte de faire pour ses frères, pour la femme de sa vie, qu'est-ce que, en tout cas, c'est tout ce questionnement là que j'ai eu avec avec la menace aussi en face. C'est ça, s'il y a de la menace, parce que forcément ils vont vivre des aventures. Ça reste quand même de la romance à suspense, même si ça commence très très contemporain. Il y a quand même, il y a un peu de, comment on dit, de tension quoi. Oui, pareil, je rebondis sur la romance à suspense parce que je connaissais pas non plus. Je suis pas une lectrice de polar, policier, etc. Mais je trouve qu'il y a des mécanismes où on se dit. Limite, on se met un peu en position d'enquêteur sur qu'est-ce qui va se passer, qui c'est qui a fait ça, qui est le coupable. Je savais pas. Je me suis plantée. J'avoue, moi je suis
là, franchement, alors j'aime bien, j'ai beaucoup aimé par le passé lire des thrillers, par exemple Harlan Coben, etc., Agatha Christie, qui était une de mes autrices quand j'étais adolescente. J'adorais lire des romans policiers. J'en lis beaucoup moins aujourd'hui, j'avoue. Mais quand même, ça a été un challenge pour moi. Franchement, je sais que les King Vipers, je me suis poussée, enfin en tout cas j'ai été poussée dans mes retranchements parce que écrire de la romance, c'est quelque chose que je fais assez facilement. Je dis pas que c'est facile, mais pour moi j'aime la romance. Voilà, les histoires d'amour, raconter une histoire d'amour, pour moi c'est... Je dis pas que c'est simple, mais voilà, c'est un truc qui me plaît vraiment. Mais raconter une histoire d'amour avec un thriller derrière, franchement, ça a été difficile. Je suis passée par des phases où il a fallu que je me challenge. Vraiment, pour moi, ça a été une saga très, très challengeante pour moi. Mais franchement, oui. Je trouve, parce que en lisant, du coup, je me disais, oula, en allant par là, ça va être un petit peu complexe. Mais non, mais franchement, je trouve que tu as du courage d'aborder des choses qui sont pas simples. Il y a des choses qui prouvent se rapprocher un peu. Bon, j'en ai pas lu beaucoup et j'aime pas ce que j'ai lu jusqu'à présent, mais la dark, des fois. Oui, c'est vrai. Pas forcément. On est sur des romances qui sont saines, je précise. Hein, je dirais, parfois c'est sombre, c'est sombre, mais c'est pas de la dark romance. On n'est pas du tout dans cette dualité, voilà. On peut se dire, est-ce que ça y va? Oui. C'est vrai qu'on peut se dire ça. Je dirais que plutôt mes personnages prennent cher. Oui. Mais il n'y a rien qui se passe entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont pas, on va pas être sur un kidnapping et du coup l'héroïne va tomber amoureuse de son kidnappeur. Non, on n'est pas là-dedans. Non. Non, post Instagram, Sarah, mes personnages prennent cher. On pose les choses. C'est vrai. Mais beaucoup. Tous en fait, finalement ils prennent très cher. Mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que du coup, quand on mangeait tout à l'heure, j'ai parlé à Sarah de la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne, où on a vraiment aussi des personnes. Russie médiévale, le petit peuple, etc. Et une héroïne qui sépare en gros le cliché de l'héroïne young adulte qui n'est pas comme les autres. C'est vraiment une fille qui n'est pas comme les autres. Il y a personne d'autre comme elle réellement. Et elle mange, hein, la pauvre. Et la question c'est de savoir comment ton personnage va réussir à rebondir et vivre avec ça. Soit c'est la descente aux enfers et ça se termine très mal, soit elle arrive à remonter et ça peut se passer avec quelques écorchures sur le chemin. Moi, en tout cas, j'aime bien explorer ça. Hein. Enfin, très clairement. C'est super intéressant sur le plan psychologique. Oui, tout à fait. Mais je trouve que ça, je te l'avais déjà dit aussi sur... quand je te faisais des retours, tu as vraiment une finesse pour comprendre la psychologie des personnages ou même la psychologie de quelqu'un qui pourrait traverser ce genre de choses. En fait, moi je pense que j'essaye aussi beaucoup de me mettre à la place. Je pense que je suis quelqu'un... Alors, sûrement beaucoup d'auteurs sont comme moi, hein, c'est pas quelque chose de nouveau ni quoi que ce soit, mais bon, moi je suis quelqu'un d'assez sensible et aussi de très empathique. Et du coup, je fais attention un peu, j'observe beaucoup, je suis vraiment dans l'attente, est-ce que la personne, comment elle réagit, etc. Et je me mets beaucoup à la place de mes personnages, de ce qu'ils vivent et de ce qu'on pourrait ressentir. Alors bien sûr, je me base sur ce que j'ai lu, parfois des choses qui sont vraies, parfois ce que moi je pourrais, comment je pourrais faire face à ce genre de situation. Et après, j'espère en effet que c'est fait de manière la plus vraie et la plus authentique possible. Mais je pense pas non plus avoir la réponse universelle. Oui, non. Je pense que tout le monde réagit différemment face au type de situation que rencontrent mes personnages. Qu'est-ce qui va se passer pour les King Vipers? Parce que bon, cette saga, voilà, comme je l'ai dit, il y a 5 tomes. La saga est terminée, donc elle est disponible sur Amazon ou sur mon site web. Et donc, je mettrai en barre d'infos. Donc j'ai sorti une novella préquelle qui se passe 30 ans auparavant avec le presse, donc qui s'appelle Chris. Donc ça c'est sorti au mois de mai. Donc c'est très court, 150 pages. Et il y a une deuxième novella préquelle parce que en fait je pensais que
j'en aurais terminé avec les Killing Vipers, mais en fait c'est compliqué de laisser tomber une saga comme ça. Du coup il y avait l'ancien vice-président, donc Mike, il avait droit à son histoire. Bah, oui quand même. Et du coup ça se passe une quinzaine d'années après Résurgence. Okay. Donc 15 ans, on va dire 15 ans avant l'histoire initiale, non, une dizaine d'années avant l'histoire initiale, et ça s'appelle Résilience et ça sort début septembre. Et également, donc aujourd'hui, enfin on est le 5 juillet, mais même si cette vidéo va sortir plus tard, sort un recueil de nouvelles sur les Killing Vipers. Donc souvent, bah, moi je dis, il faut avoir lu les Killing Vipers pour découvrir ce recueil de nouvelles. Pense, ouais. C'est mieux même s'il y a quelques nouvelles préquelles, mais il y a quelques nouvelles qui se passent après certains tomes. Donc c'est quand même mieux d'avoir lu la saga. Et ça, là pour le coup, c'est que du fan service. D'accord. C'est vraiment, c'était pour mon plaisir, pour le plaisir des fans. Et donc ça sort aujourd'hui en recueil. Et après, vraiment les Killing Vipers, je fermerai la porte. Donc il n'y aura pas de suite. Si j'écris encore sur les Killing Vipers, ça sera vraiment beaucoup plus tard. Enfin voilà. Et donc l'année prochaine, au premier trimestre 2025, je sors une duologie sur Kane Blake, donc l'antagoniste des Killing Vipers. Donc ça sera en 2 tomes et ça se passe à New York. Alors pour l'instant le nom. J'ai toujours du mal avec les noms de séries, etc. Ça s'appelle A Touch of Blake and Rose, parce que bah, c'est Kane Blake et puis Rose, c'est Sky Rose. Donc Sky, c'est l'héroïne. Donc c'est une duologie qui est prévue donc, au premier trimestre 2025. Et peut-être qu'il y aura encore un autre spin-off, mais autour d'un autre MC qui s'appelle les Eagle Eye, donc qui est à Sacramento, qui est cette fois-ci un MC 1%. Mais là, je le vois plus en one-shot à chaque fois. Donc j'ai déjà en tête 3 tomes et on va revoir un personnage des Killing Vipers dans le tome 2. Ça sera un moitié Killing Vipers, un moitié Eagle Eye, mais ça je pense pas que ça sortira avant au moins 2026-2027. D'accord. Faut que je me repose aussi. Il y a le projet Tropique aussi que tu as lancé. Oui, que tout je à trouve fait. Vachement intéressant dans le rapport que tu as avec les lecteurs. Tout à fait, c'est un projet que j'ai lancé au mois de mars. J'avais envie de faire participer mes lectrices en leur envoyant des questionnaires pour préparer une romance contemporaine. Donc les lectrices ont choisi le prénom de mes personnages, ont choisi l'univers, donc ça sera une romance contemporaine avec un militaire et une interprète. Ça se passera au Japon, parce que les gens les lectrices ont choisi les montagnes japonaises, donc ça sera dans les montagnes japonaises. Et puis ça sera un fake boyfriend, léger ennemi sous lovers, trop one bed, donc ils vont devoir se partager, voilà. Bah, et puis il y aura quand même un peu de drama, trauma, voilà. Donc c'est prévu. Ça, je vais commencer à l'écrire fin de cet été. D'accord. Parce que dans mon planning, j'étais trop occupée. Je voulais commencer dès le mois de juillet, mais là, faut que je sois réaliste aussi avec mes possibilités et aussi mes objectifs, parce que mon objectif premier, c'est quand même la duologie sur Kane Blake. Cette romance sera écrite fin de cet été, parce que j'ai d'autres objectifs, notamment celui de terminer ma saga sur Kane Blake. Et puis ensuite, on verra. En tout cas, mes lectrices sont ultra enthousiastes par ce projet. Et moi, j'ai hâte. Surtout qu'en plus, les personnes qui ont participé au questionnaire vont aussi avoir accès au premier jet de cette histoire. Donc, ils vont pouvoir réagir dès le début. Donc, vraiment, c'est un travail un peu en collaboration. Voilà. Mais je trouve ça vachement intéressant. Je me mets en position de lectrice, de voir un petit peu les différentes étapes. Comment tu pars d'une idée, d'une envie, de quelques petites choses un peu fragmentaires et tu rassembles tout et comment tu transformes ça déjà en l'étape du premier jet. C'est vachement intéressant. Oui, je pense que ça va être très intéressant. Même moi, je me suis challengée parce que j'ai jamais écrit sur un militaire. Voilà, il a fallu que je me renseigne, que je questionne une amie autrice qui était ancienne militaire, etc. pour essayer de dégrossir le personnage. Et puis
toute la partie préparation. Alors je sais qu'au niveau des lectrices, tout le monde n'a pas choisi ça. C'est-à-dire que moi, après, dans mes lectrices, j'en ai... Ah oui, mais j'avais pas choisi ça, mais j'avais choisi autre chose. Du coup, il y a un peu de tout le monde dans j'ai essayé. Il y a une scission là. Et voilà, j'ai essayé de faire... voilà, mais j'ai essayé de trouver, je dirais, la meilleure... le meilleur équilibre par rapport à tout ce que j'avais eu comme commentaires, comme... Puis il y a tes envies aussi. Oui, oui. On a une pelleteuse. On va la laisser passer avant de... On a eu l'interruption fourmi et là c'est 2 interruptions pelleteuses. Ouais. On est vraiment au milieu de nulle. On a un rapace aussi. Oui, oui. Non, mais en tout cas, c'est un projet qui me hype énormément. En plus, moi qui n'osais pas trop écrire sur le Japon, parce que moi, c'est un de mes pays préférés, j'y suis allée plusieurs fois, c'est une culture que j'adore. Du coup, ça me challenge aussi. Ça me pousse à aller vers ce que j'aime, parce que j'avais un peu, comme on dit, un peu une peur de l'échec ou un syndrome de l'imposteur là-dessus. Et du coup, le fait que ça soit les lectrices qui aient choisi, c'est cool. Du coup, il n'y a pas de question à avoir, quoi. Ah, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que comme tu proposes, tu as proposé une sélection de tropes, par exemple, parce qu'encore les prénoms, c'est pas le plus important, mais les tropes, c'est quand même une ligne directrice dans le roman. Et si au final, dans ce que tu commences à imaginer, il y a quelque chose qui a été voté, par exemple, et qui colle plus trop. Oui. Donc soit tu vas au forceps, soit tu te dis tant pis, on va prendre le numéro 2. Je pense qu'on verra. Je pense que j'ai quand même écrit le synopsis, donc l'histoire, l'intrigue globale de cette romance. Il va y avoir un peu de tout. Oui. Après, bien sûr, ça sera dilué. Enfin, il y aura vraiment... je pense qu'on sera beaucoup sur un Enemies to Lovers parce que vraiment, les 2 personnages ne s'aiment pas du tout. Mais ils vont devoir aussi un peu collaborer parce qu'ils vont se retrouver bloqués. Ils vont se retrouver bloqués quelque part. Et du coup, c'est ce qui va enclencher un peu des situations... voilà, un peu plus de tension parce que voilà... en tout cas, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Voilà, comme on dit. Vers le seul lit de... Oui, vers le seul lit de la chambre. De la chambre. Voilà. Mais ça va être sympa. Mais je trouve que c'est vachement drôle ce genre de trope, justement. Un seul lit, non, mais il y a des trucs qui peuvent entraîner des scènes qui peuvent être la proximité forcée peut entraîner des scènes assez comiques. Alors, est-ce que le gars sera gentleman? En général, moi, mes personnages, c'est pas qu'ils sont pas gentlemen, mais ils disent moi aussi j'ai droit au lit en fait. Pourquoi la femme plus que moi en fait? C'est vrai, hein, finalement ils ont payé tout autant. Encore que là il se fait payer quand même le voyage, le gars. Faut pas déconner, il peut laisser le lit. Donc il pourrait laisser les lits, il pourrait laisser le lit. Donc je pense qu'il sera. Je sais pas encore. Ça pourrait être une discussion, une conversation assez comique, une situation parce qu'il y a eu une situation comme ça. Enfin bon, je veux pas spoiler, mais dans le tome 4. Oui. Et qui a fini, voilà. Donc ils ont trouvé une solution. Voilà. Qu'est-ce que j'aime bien lire? Qu'est-ce que tu aimes bien lire? Alors moi je lis de la romance, de la fantasy, de l'urban fantasy. Franchement c'est par période. En ce moment je suis en train de lire une romance contemporaine de Fanfan d'SD sur un chanteur. Et sinon je suis également, ça je t'en ai parlé juste avant, sur une trilogie d'urban fantasy romance, romance urban fantasy, je sais pas comment on appelle ça, de Lil Evans, donc Iron Moon. Je trouve qu'elle est sous-cotée cette trilogie parce qu'elle est juste fantastique. J'ai lu les tomes 1 et 2, je les ai dévorés. Je trouve que c'est un savant mélange entre le surnaturel et la romance. Et j'ai hâte du tome 3. D'ailleurs, le tome 3 est beaucoup plus gros que les autres. Donc ça, j'ai hâte. Et puis, j'ai hâte aussi de découvrir sa saga sur les dragons, aussi d'urban fantasy de cette même autrice.
Et sinon, moi, je lis beaucoup de young adult fantasy. Hein, c'est vrai que ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Et bien sûr, on en a parlé, Brittany Cherry pour la romance et mon autrice de fantasy préférée, Robin Hobb. Voilà. Donc, je pense que Robin Hobb, c'est excellent. J'ai pas découvert encore Brittany Cherry, mais j'en ai entendu parler pas mal. Donc, je conseille. Je vais m'y pencher. Oui, du coup, je reviens un petit peu au côté aussi auto-édition. Donc, toi, tu dis que tu as été édité en maison d'édition, mais qu'est-ce qui t'a fait privilégier l'auto-édition et ne pas démarcher d'autres maisons? Alors, déjà, je pense qu'au début, il y a eu un syndrome de l'imposteur. Hein. Très clairement, on se dit que notre texte n'est pas du tout, ne va pas rentrer dans une ligne éditoriale, on va se prendre que des refus, etc. Et puis, ça s'est un petit peu fait par hasard, j'avoue. En avril 2021, c'était à l'époque, c'était mon texte, Crush and Love My Christmas, avait participé à un concours Fixia. Et du coup, je suis rentrée dans un WordCamp à l'époque et ce WordCamp te permettait de publier via la plateforme Stories by Fixia qui n'existe plus aujourd'hui. Mais du coup, il t'aidait à t'auto-éditer. Bien sûr, les textes n'étaient pas corrigés, etc. Mais au moins, ils te faisaient une couverture. Donc, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, ça m'a, je dirais, lancé dans l'auto-édition. Okay. Et puis, en fait, par exemple, les Killing Vipers, dans ma tête, ça ne rentrait dans aucune ligne éditoriale de maison d'édition. Très clairement. Déjà, au début, je voulais une saga de 7 tomes. Alors, les maisons d'édition, une saga de 7 tomes, c'est même pas possible. En plus, pas écrite. Donc déjà, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'était un MC légal avec des good boys. Et je voulais parler de certains sujets. Donc, en fait, finalement, moi, l'auto-édition, ça me permet une très, très grosse liberté. Je peux choisir mes couvertures. Je peux choisir ma ligne éditoriale. C'est la ligne éditoriale Sarah fait. Donc, moi, c'est des good boys et des femmes indépendantes. C'est un peu... Et pas de torse nu. Et pas de torse nu, oui. Il n'est pas torse nu, hein, mon ride. Il pourrait. Hein. Il pourrait. Même si dans le tome 5, oui, on les voit légèrement, il est légèrement torse nu, mais ça va. Enfin, franchement, on n'est pas dans ce qu'on voit dans certaines maisons d'édition avec des torse nus, etc. Moi, les trucs très torse nu. Je suis pas fan non plus, mais après, bon, si c'est ce que demande les lectrices, moi, j'irai pas contre ça. Hein, oui, ça répond à des codes aussi. Hein. Des codes, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup formée, en fait, pas forcément à l'auto-édition en lui-même, mais au marketing du livre. Comment marketer son livre, comment écrire un brief à sa graphiste pour avoir la meilleure couverture par rapport à son marché. Moi, je fais corriger mes textes, donc je travaille avec une correctrice. J'ai toute une équipe de bêta-lecteurs, relecteurs, donc ça qui m'aide énormément à travailler sur les intrigues, sur les personnages, etc. J'ai un processus extrêmement élaboré, mais très timé, c'est-à-dire que voilà, j'écris, je laisse quelques semaines reposer, ensuite je relis, après ça part en bêta lecture, ensuite je revois tout ça, je relis, après ça part en correction. Enfin moi, il y a très peu de perte de temps. Aussi peut-être parce que mes premiers jets, voire mon deuxième jet, il est assez propre. Voilà. Et j'aime bien passer tout de suite en phase de bêta lecture pour avoir vraiment l'avis de relecteur. Pour moi, c'est très important de voir si ça tient. Vraiment, j'ai besoin de ça. Et en général, ça tient, même s'il faut que je fasse quand même quelques modifications, hein, c'est jamais parfait. Et donc, du coup, oui, j'ai dû me former dans le marketing du livre, dans la communication, dans les pubs Amazon, par exemple, parce que moi, je suis exclusive sur Amazon, enfin, en tout cas en e-book. Je suis dans l'abonnement Kindle et c'est pas facile en fait, c'est pas facile parce que c'est un milieu assez opaque, même si aujourd'hui qui est très concurrentiel. Même aujourd'hui on a un peu plus d'informations, il y a beaucoup plus de formations, on en sait beaucoup plus sur l'auto-édition, mais quand je me suis lancée en 2021 c'était encore balbutiant tout ça. Voilà. Aujourd'hui il existe de très très bonnes formations qui nous forment à l'auto-édition. Et en même temps, moi, ce que j'avais envie, donc aussi, c'est aussi de vivre de ma plume. Et je sais qu'en maison d'édition, vu les droits d'auteur, c'est pas terrible. Je me suis dit que je pouvais beaucoup plus atteindre cet objectif
avec l'auto-édition, mais même si l'auto-édition, c'est beaucoup de travail, hein, c'est tout mon temps, c'est... En fait, j'écris pas beaucoup finalement, je markete beaucoup, mais j'écris pas beaucoup, parce qu'il faut avoir plusieurs casquettes et il faut pas avoir peur d'avoir plusieurs casquettes. Mais c'était un peu mon objectif aussi. Et par exemple, dans ta semaine, là, tu écris du lundi au vendredi. Enfin, c'est quoi, par exemple, ta journée type? C'est ma journée type. On va dire que le matin, j'aime bien le dédier à mes tâches un peu administratives ou de communication. Donc préparer des posts Instagram ou encore regarder des formations ou regarder mes pubs Amazon ou répondre à des mails, etc. Toute la partie administrative le matin. Et l'après-midi, j'essaye de le dédier à l'écriture. Vraiment l'après-midi. Enfin, bien sûr, si je suis en phase d'écriture, parce que ça m'arrive de ne pas être en phase d'écriture, hein, parfois d'être qu'en relecture. Donc, si je suis en relecture, je suis en relecture. Et je me garde 1 heure ou 1 heure à la fin où je pourrais faire un peu de bêta lecture, par exemple, pour d'autres auteurs. Mais j'essaye maintenant de me donner vraiment 2 à 3 heures pour la partie créative, c'est-à-dire écriture, ou sinon création de personnages, ou création de plans, etc. Ou voilà, réflexion. Des fiches personnages, par exemple. Alors, j'aime pas en faire maintenant de très élaboré. Avant, j'en faisais qui faisaient 10 pages, etc. Aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans. Moi, en fait, c'est souvent 2 pages. 2 pages, parfois même juste papier. Hein, c'est voilà. Je veux savoir qui c'est, comment il est plus ou moins physiquement. C'est quoi ses grandes qualités, ses défauts, c'est quoi ses objectifs de vie, voilà, son histoire, donc ses relations. Et puis ce qui est important aussi, c'est un peu son quotidien et surtout, qu'est-ce qu'il va apprendre dans le livre, c'est quoi sa leçon de vie. Sa place dans l'histoire. Sa place dans l'histoire, comment il va évoluer, donc ce qu'il pensait faire et puis en fait ce qui lui est arrivé. Donc c'est ça, c'est comme ça que je construis mes personnages. Et maintenant c'est devenu très restreint parce qu'en fait le reste, j'ai pas besoin de tout ça. Moi ça vient tout seul. Et j'aime bien aussi, ça c'est un truc de plus en plus, j'aime bien aussi découvrir mes personnages pendant l'écriture. C'est-à-dire que c'est un truc, ok j'ai dit que tel personnage, il était très fermé, très discret et il était très cynique. Moi j'ai envie de le voir. Cynique et parfois ça n'a pas du tout collé, donc j'ai besoin d'écrire avec lui en fait, de me dire voilà, et parfois au début il y a des réajustements que je fais lors des relectures parce que du coup c'est tel personnage, je les ai découverts pendant l'écriture et dans le premier jet et du coup je réajuste lors de la réécriture. Voilà. Je lisais parler de l'Icare, non de licorne, mais c'était l'Icare. Oui, ta formation marketing, c'était l'Icare ou c'était alors non, pas forcément. Autre chose. L'Icare, vraiment, j'ai fait ça donc à l'automne 2020. Ça m'a vraiment appris des techniques d'écriture. J'ai découvert le monde de l'édition, comment soumettre un manuscrit. J'ai beaucoup travaillé sur mes blocages pendant cette formation. Mais la partie marketing du livre, par exemple, j'ai fait une formation auto-édition avec Julie Huleux. Par exemple, j'ai pris aussi une formation communication avec elle, donc romancière 2.0 et 3.0 je crois, c'est plutôt 3.0 et du coup oui, en fait je me prends des petites formations, par exemple Jupiter Phaeton, j'avais fait sa formation site web par exemple pour créer mon site web. Là donc je suis avec comment il s'appelle, j'ai une formation des pubs Amazon mais c'est encore quelqu'un d'autre. Je prends des formations spot, voilà, et j'ai été aussi beaucoup coachée par Faustine Croquison qui est une poétesse et qui est beaucoup dans le mentorat d'artistes, pas forcément d'auteurs mais d'artistes et du coup ça m'a beaucoup aidée. Donc là j'avoue à partir de septembre je me lance un peu toute seule, je serai un petit peu toute seule dans tout ça parce qu'il y a un moment où il faut se lancer. Je suis déjà bien lancée mais il y a un moment où faut savoir s'envoler et se dire voilà maintenant je maîtrise. Voilà. Mais c'est chouette, il y a un sacré parcours. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que l'écriture elle est vachement fantasmée et l'auto-édition aussi parce que c'est vrai que Jupiter Phaeton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sans doute une des autrices auto-éditées françaises qui vend le plus. Elle fait un très bon podcast que tu m'as conseillé d'ailleurs et qui est très bien. Et après, c'est comme dans la chanson des Madonna, il y en a une.
Oui, mais en fait, il ne faut pas croire qu'avec l'auto-édition, on a 5 livres et c'est bon, ça sera jackpot. Vous allez acheter votre villa avec piscine et puis non, voilà. non, en fait, c'est une carrière qui se construit. Même moi, j'avais beaucoup de rêves. Je pensais que ça se passerait comme ça et ça s'est pas forcément passé comme ça, mais aussi parce que on apprend. J'ai eu des échecs, j'ai eu quelques échecs en effet. Même ma saga de Killing Vipers, elle n'est pas au niveau que je voudrais qu'elle soit. Enfin voilà, mais c'est parce que aussi moi-même j'ai eu, je pense plutôt des erreurs, je dirais, de marketing, dans le sens où ce que je veux dire, c'est que j'aurais dû prendre un peu plus mon temps. Même si j'ai mis 1 an et que je l'ai beaucoup mentalisé cette série, j'aurais dû avoir écrit le tome 1 et le tome 2 avant de sortir les tomes 1 et tome 2. C'est-à-dire que j'ai écrit le tome 1, j'ai sorti le tome 1. Et ensuite, j'ai terminé le tome 2. J'ai eu un blocage au niveau du tome 2, j'ai sorti 6 mois plus tard. Et en fait, ça, c'est une erreur qu'aujourd'hui, je ne veux plus faire. En fait, je veux, quand je lance une saga, une duologie, une trilogie, je veux qu'il y ait un état d'avancement assez long pour pouvoir voir venir, surtout pour une intrigue comme celle des Killing Vipers. Je regrette un peu de m'être précipitée parce que en fait, j'avais fait une très grosse annonce en disant le tome 1 des Killing Vipers sort au mois de septembre. Et en fait, j'aurais dû reculer la sortie, j'aurais dû la reculer au mois de janvier ou février 2023. Oui, pour qu'il y ait moins de temps d'attente. Et comme ça, j'aurais lancé le tome 2 peut-être 2 mois après, et le tome 3 peut-être encore 2 mois après. J'aurais dû en fait prendre un peu plus de temps, moins me précipiter, et je pense que ça aurait servi à la saga. Voilà, c'est un de mes conseils. Et ça, je pense que c'est un des conseils que je pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'auto-édition, c'est de prendre son temps, de ne pas vouloir forcément courir à la publication absolument. Il vaut mieux bien faire les choses, les faire lentement, mais bien, que... moi, je me suis un peu précipitée et je pense que ça a un peu desservi la saga. Mais je pense que c'est naturel aussi parce que tu finis quelque chose, tu es contente, tu es enthousiaste. Et ça. Du coup, youp. Je dis pas que je l'ai mal fait, hein, c'est juste que vu que je termine le tome 1 sur un cliffhanger, je pense que il y a beaucoup de lectrices en fait qui m'ont abandonnée parce qu'ils se sont dit ça se termine en cliffhanger, je vais pas lire la suite. C'est quand quelle est la suite Oui, c'est dans 6 mois, c'est trop loin. Je pense qu'il y a eu ça et puis mieux maîtriser mes tomes 1 et mes tomes 2 parce que quand j'ai sorti le tome 1, le tome 2 il n'était même pas terminé d'écrire, donc du coup et le tome 1 et le tome 2 ils étaient vraiment très proches, en termes d'intrigue, ça se suit vraiment, donc avoir un peu plus de recul, ça m'aurait aidé, vraiment. Même si l'intrigue, je la changerais pas. Elle est ce qu'elle est. Moi, ma saga me plaît aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent aujourd'hui les Killing Vipers et je pense qu'ils prennent beaucoup plus de plaisir à lire les Killing Vipers aujourd'hui parce que tout est disponible en fait. Et du coup, ils peuvent binge-reader, je sais pas comment on dit, je sais pas, mais ils peuvent lire la saga en entier et du coup mieux comprendre en fait l'essence de cette saga. Je pense que quand t'as que le tome 1, t'es hyper frustré en fait. Il y a une forme de frustration qui se crée et du coup t'es là, ok, mais est-ce que je continue pas, et puis les gens t'oublient. Hein. Ouais. Voilà. Non, mais après je comprends. Parce que j'ai l'impression que moi ce que j'entends au niveau de l'auto-édition, surtout je pense si on est sur Amazon, c'est qu'il faut avoir quand même un certain rendement si on veut en vendre. Mais ça je pense honnêtement, en vivre, pardon. Je pense que c'est une erreur. Je pense. Après, c'est mon avis. Moi, après 3 ans, je pense que c'est une erreur de penser qu'il faut absolument être dans un rendement excessif de publication. Parce que pourquoi on pense ça? Parce qu'on pense à Jupiter Phaeton qui écrit 1 livre par mois, qui est dans un rendement excessif. On pense, mais il y a d'autres autrices. Il y a d'autres autrices qui écrivent beaucoup comme ça. Mais en fait, honnêtement, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il vaut mieux, à la limite, il vaut mieux avoir écrit toute sa saga et commencer l'édition, l'édition du premier tome, peut-être à la fin de l'écriture du tome 4, par exemple, si c'est une tétralogie, enfin peu importe. Et ensuite,
parce qu'en fait, on va beaucoup plus profiter. Par exemple, je pense, alors je prends un exemple parce que je l'ai écouté en podcast, Morgane Moncombe qui a sorti sa saga Saison, donc Seasons, un automne pour te pardonner, etc. Et bah, c'est l'une des choses qu'elle regrette, alors qu'elle avait signé un contrat, hein. Elle a gagné des milliers, des centaines de milliers d'euros grâce à cette saga qui a très très bien fonctionné, mais elle regrette qu'elle ait dû écrire pendant la promotion de ses romans, parce qu'en fait, elle était partout, et puis elle a eu un gros blocage, elle a eu la page blanche, et puis bah, je crois que ça s'est ressenti aussi dans ses romans, parce qu'ils sont assez inégaux. Dans l'écriture, etc. Alors moi je veux pas lui jeter, voilà, mais c'est normal. Je pense que c'est important de prendre du recul. Et c'est le devoir entre guillemets, rendre la copie, ça doit être bien. Voilà, ça met beaucoup de pression. Et du coup moi je me suis mis énormément la pression. Je me suis vraiment fatiguée avec la saga des Killing Vipers. Et du coup si c'était à refaire, je le ferais autrement. Et c'est pour ça que la duologie de Sky et de Kane, c'est une duologie qui sortira avec un mois d'intervalle, c'est-à-dire le tome 1 sortira fin février, le tome 2 fin mars, les 2 tomes seront déjà écrits, etc. Enfin bref, maintenant quand je vais partir dans des sagas, ça sera comme ça, parce qu'en fait, tu finis tout. Voilà, c'est ça. Je pense que se précipiter, c'est une c'est pas une bonne chose pour l'auto-édition. Au contraire, si on veut pas rater sa sortie, enfin en tout cas c'est le meilleur moyen de se rater, de penser qu'il y a une urgence. Moi je pensais qu'il y avait une urgence. Voilà. Donc je comprends complètement. Nous sommes frigorifiés. Oui, on est à l'ombre, c'est bien, mais en même temps il y a du vent. Donc on est toutes décoiffées et toutes frigorifiées. C'est clair. Je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que donc merci beaucoup à Sarah pour toutes ces informations. Et puis c'est très, très, très agréable repas aussi qu'on a passé tout à l'heure. On vous mettra les photos. Puis merci de ta confiance aussi, parce que je t'en prie. Moi je suis une toute petite non, mais moi de toute façon, pour moi c'est important aussi de faire confiance à des chroniqueuses, à des lectrices, parce qu'à la base vous êtes quand même des lectrices. Moi c'est la première fois que je fais une interview comme ça, donc je te remercie de me donner cette chance aussi d'être visible, parce que je suis plus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, un petit peu sur TikTok, Facebook, mais c'est vrai qu'en interview, en fait, personne ne m'a jamais demandé une interview en vrai, et je savais pas trop comment ça allait se passer. Ça s'est très très bien passé, et je trouve que c'est bien de l'avoir fait aussi pendant un moment où j'étais là, donc proche de chez toi, lors d'un salon, donc ça c'est vraiment bien, et c'était un très agréable moment, et puis c'est vrai que c'est agréable de parler de sa passion et de son métier. Et puis j'aime bien au niveau du... En fait, on a fait que se répéter ce qu'on se disait sur Discord. Il y a des insectes, j'ai peur. J'aime bien ce format un petit peu qui est plus spontané. Oui, plus naturel, parce que c'est une petite trame. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de listing, de questions, mais c'est très bien. Donc au cas où, si vous avez des questions, si vous êtes des lecteurs par exemple de Sarah Fay, ou si vous avez lu les Killing Vipers, ou si vous voulez lire autre chose, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer en barre en commentaire à la vidéo, et je les transmettrai à Sarah, qui pourra venir répondre. Pourquoi pas. Mais oui, n'hésitez pas, je les relayerai, ou je viendrai, ou j'irai poser la question et répondre aux commentaires. Donc à tout bientôt. Lisez tout plein, mais surtout les Killing Vipers. Avec des motards qui ne sont pas torse nu. Oui. Non mais les couvertures en vrai elles sont vraiment belles. Non mais j'aime beaucoup. Oui. Moi aussi je les aime beaucoup. Elles sont classe. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.